Je vais commencer par présenter les candidats. Ensuite, je vais faire un petit rappel de ce qu'est l'Union européenne, l'Union populaire républicaine, pourquoi nous voulons sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Parce que souvent, on imagine que nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour se refermer sur nous-mêmes par xénophobie, principes réactionnaires, etc. Ce n'est absolument pas le cas et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi. Donc par ordre de circonscription, donc à ma gauche Charlène Brijard, donc qui est candidate pour la première circonscription, ensuite Henri Knof qui est candidat pour la deuxième circonscription, ensuite donc Bernard Perret qui représente Maëlys Le Gouern pour la troisième, je suis candidat pour la quatrième, Mathias Masclet donc, et Janine Le Breton pour la cinquième circonscription. Je vais me présenter très rapidement et puis je vais vous présenter l'Union populaire républicaine et ensuite vous expliquer pourquoi depuis le départ nous voulons sortir de l'Union européenne, nous ne voulons pas sortir de cette Europe, nous ne voulons pas sortir de ces traités, nous voulons sortir de l'Union européenne depuis le départ. Donc je m'appelle Mathias Masclet, je vous l'ai déjà dit, je suis professeur de judo au Centre, je suis diplômé donc d'un master 2 de philosophie, option recherche, et je suis adhérent à l'UPR depuis 4 ans, délégué départemental depuis 3, et depuis un peu plus d'un an, je suis délégué régional pour Feu, la région Auvergne. Je vais commencer cette conférence publique sur une petite mise au point. On ne veut pas faire de chamaillerie politique ici. Notre but n'est pas d'aller assassiner tel ou tel candidat, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous voulons regarder loin, nous voulons penser l'avenir de notre pays, réfléchir à comment trouver les conditions de la paix, les conditions de la prospérité et les conditions pour que la France puisse garder ce qui fait que nous l'aimons. La politique n'est pas l'actualité. Donc, ce serait vous mentir de dire que si vous allez voter pour un candidat de l'Union populaire républicaine, nous allons contrôler le gouvernement plus que quiconque. Ce serait aussi vous mentir parce que nous savons très bien que les directions européennes passeront. Parce que malgré des oppositions de façade entre les partis principaux, En Marche faisant maintenant partie de cette magnifique machine à entériner les directives européennes. Donc nous avons les Républicains, nous avons le Parti Socialiste et nous avons En Marche qui, avec des oppositions de façade, sur le fond, sur la question européenne, courberont tous l'échine. Nous le savons très bien, nous savons très bien que 70%, plus ou moins, on va dire entre 60 et 80% de nos lois sont des directives européennes transcrites en droit français. Ce qui nous pose une question, sommes-nous encore en démocratie? Nous, à l'Union populaire républicaine, la réponse est non. La réponse est la démocratie est devenue une démocratie de façade, une démocratie formelle, et nous sommes à l'Union populaire républicaine justement pour la rétablir. L'Union populaire républicaine a été fondée le 25 mars 2007 dans le but de faire sortir la France de l'Union européenne. On ne peut pas nous l'enlever, c'est écrit dans notre charte qui a été à la base du mouvement. Le premier jour du mouvement, il y avait une charte, et cette charte, donc cette association, donc les partis politiques sont une association, le 25 mars 2007, c'est le 50e anniversaire du traité de Rome, qui lance le début de la construction européenne. Nous récusons la construction européenne depuis le départ. Nous considérons que réunir des pays, réunir des peuples, réunir des nations avec les mêmes lois, toujours les mêmes lois pour des intérêts divergents, des mêmes lois pour des peuples divergents, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 9 pour comprendre que c'est contraire à la démocratie. Si les peuples veulent avoir leurs propres lois, des lois qui représentent leur socle anthropologique, culturel, social, leur économie propre, ces lois-là doivent appartenir à la nation, au peuple. Si
quand un système supranational comme l'Union européenne choisit d'avoir les mêmes lois sur 28 pays aux intérêts complètement divergents, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'avoir un système qui bride toutes les démocraties locales, toutes les démocraties de chaque pays. La démocratie, en politique, c'est la cause des causes. Bien sûr, on peut aussi abdiquer la démocratie et dire « Allez, c'est terminé, c'était une belle expérience, fermez le banc ». Ce n'est pas notre point de vue. Donc la démocratie, c'est la cause des causes pour nous. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont, par exemple, très engagés dans les luttes sociales, d'autres très engagés dans des luttes écologiques, etc., etc. Le grand problème, c'est que si nous n'avons pas les manettes, si nous n'avons pas le pouvoir, nous irons de défaite en défaite. Alors, je tiens l'expression cause des causes du médecin grec Hippocrate, qui disait « Nous ne devons pas traiter les symptômes d'une maladie, nous ne devons pas non plus traiter les causes de ces symptômes, nous devons trouver la cause des causes, c'est-à-dire le problème originel à partir duquel tout découle. » Eh bien, l'Union populaire républicaine vous fait ce serment d'Hippocrate. Elle vous jure de tout faire pour tenter de sauver la démocratie et la nation française. Ce sont des synonymes, hein, nation française et démocratie. Et pour ce faire, elle ne cherchera pas à soigner les effets, mais elle s'attaquera à la cause des causes, c'est-à-dire au retour de la démocratie. Pour cela, il nous faut donc sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. La France veut sortir de l'Union, l'UPR veut faire sortir la France de l'Union populaire, de l'Union européenne, excusez-moi. Non pour mener notre pays à la ruine, au chaos ou à l'âge de pierre. Ce n'est pas dans notre intention, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, nous n'avons pas du tout envie de faire retourner la France à l'âge de pierre. Ni non plus pour devenir la Corée du Nord. On a honte de devoir le rappeler, mais 165 des 193 pays reconnus par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ne sont pas dans l'UE. Bientôt 166 avec la Grande-Bretagne qui va rejoindre le monde. Parmi ces pays se trouvent des puissances ascendantes. Donc nous avons des pays divers et variés. Certains sont des démocraties, d'autres non. Les socles anthropologiques du monde ne sont pas forcément les socles anthropologiques de l'Occident. Et aller bombarder tous ceux qui ne pensent pas comme nous n'est peut-être pas la solution. Donc nous sommes très heureux que les peuples du monde soient divers et variés. Rien ne nous écœurerait plus que de voir un monde avec McDonald's dans chaque capitale de chaque pays. Donc nous sommes vraiment très heureux que chaque peuple ait son socle anthropologique. Donc ces pays sont libres de choisir leur destin, que ce soit des démocraties ou que ce n'en soit pas. Nous voulons aussi bien faire comprendre que parmi les pays en très forte croissance économique, en fait que même pas parmi les pays en très forte croissance économique sont des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et si vous pouvez remarquer, les pays qui ne sont pas forcément en très forte croissance économique mais qui vivent des véritables régénérations morales et politiques, vous voyez que ces pays non plus ne sont pas dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne empêche toute expérience politique à l'échelle des nations. Il ne nous reste plus que des miettes de décision, des débats sociétaux. Tout le reste est verrouillé. Donc en fait, ce que nous proposons en sortant de l'Union européenne, c'est que la France retourne à l'état normal des nations. L'état normal. L'Union populaire républicaine veut faire sortir la France de l'euro. Là aussi, on est désolé de vous le dire, mais ce n'est pas du tout pour voir une dévaluation du franc de 95% et avoir le grand plaisir de pouvoir aller acheter sa baguette de pain avec une brouette de billets. Parce que c'est exactement ce que la propagande nous explique. Toutes les institutions sérieuses, par exemple Natixis, nous expliquent qu'au grand maximum, il y aura une dévaluation de 10%. Quand nous savons que l'euro s'est dévalué de 20% ces dernières années, mon Dieu, c'est effrayant. On a honte à devoir le rappeler, mais 174 des 193 pays du monde reconnus par l'Organisation des Nations Unies ne sont pas dans l'euro. Ils vivent très bien. Et maintenant, on va faire on va s'amuser à regarder un petit peu les taux de croissance de ces pays.
Et on va essayer de voir la différence entre le dogme et la réalité. Vous prenez tous les pays de la zone euro, donc les pays de l'Union européenne qui appartiennent à la zone euro. Leur taux de croissance est inférieur aux pays de l'Union européenne qui n'appartiennent pas à la zone euro. On nous avait pourtant dit que l'euro, ce serait la croissance, le plein emploi et les pâquerettes. Ensuite, on regarde les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro. Et bien, ces pays ont une croissance inférieure aux pays d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne. Il y a un moment, il faut regarder les faits dans la vie. Il faut regarder ce qui se passe sur Terre. On oublie un petit peu les dogmes, la propagande médiatique, etc. Et on regarde les faits. Il en va de même pour les pays du monde. Alors bien sûr, pour les pays du monde, il est normal qu'un pays qui n'est pas développé, comme on dit dans notre vocabulaire hégémonique, qu'un pays qui n'est pas développé ait une croissance plus forte qu'un pays qui est développé. Évidemment. Il n'empêche que les pays qui se portent le mieux ne sont pas dans l'Union européenne et encore moins dans la zone euro. Alors de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on à longueur de journée lorsqu'on entend dans les médias principaux que si nous sortons de l'Union européenne, ce serait la catastrophe ? De qui s'est-on moqué lorsqu'on a expliqué que si les Anglais sortaient de l'Union européenne, nous verrions l'abomination de la désolation ? De qui s'est-on moqué ? Qu'est-ce que les médias font actuellement ? De la propagande ou de l'information ? Alors bien sûr, quand je parle des médias, je ne parle pas de tous les médias. Je vous parle des médias principaux qui sont tenus par une petite poignée de milliardaires. Nous aurons notre monnaie comme tous les pays du monde. Et nous n'aurons plus à subir les caprices de la BCE qui tente de réconcilier l'irréconciliable, c'est-à-dire 28 pays aux intérêts économiques radicalement différents. Nous ne pouvons pas dire que la BCE ne fait pas un bon travail. À l'impossible, nul n'est tenu. Si le travail est mauvais, c'est normal, c'est le choix à la base, le paradigme à la base qui est faux. L'UPR veut sortir de l'OTAN, veut faire sortir la France de l'OTAN. On a encore honte à devoir le rappeler, mais 165 sur 193 des pays du monde reconnus par l'Organisation des Nations Unies ne sont pas dans l'OTAN. 165 sur 193. Et pourtant, qu'est-ce qu'on entend dans nos grands médias principaux ? La communauté internationale. C'est-à-dire une toute petite parcelle du monde qui s'imagine être l'ONU, qui s'imagine devoir assurer la paix dans le monde, qui s'imagine devoir assurer la morale, l'ordre et la discipline dans le monde. 165 des 193 pays du monde n'appartiennent pas à l'OTAN. Et pourtant, l'OTAN aujourd'hui dicte sa loi et s'imagine pouvoir remplacer l'ONU. Les pays qui n'appartiennent pas à l'OTAN sont généralement beaucoup moins engagés dans des guerres que nous. La vérité, c'est que l'Europe est guerrière. Elle a connu 2 siècles particulièrement sanglants que nombre de volontés politiques ont tenté de mettre fin à ce conflit. Et ce conflit n'a pas du tout été réglé par des grands visionnaires, certains que l'on peut apprécier, d'autres moins. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais Robert Schuman était un employé des services américains. Ça a été déclassifié par les documents de la CIA. Vous pouvez trouver ça sur un article dans le Daily Telegraph. Je viens de perdre son nom, je vous le redonnerai. L'Europe est guerrière. C'est dans son socle anthropologique et ce n'est absolument pas l'Union européenne, ce n'est absolument pas Robert Schuman qui en a fini avec la guerre. L'OTAN était une protection réelle de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de l'URSS. À cette époque-là, l'OTAN, nous pouvions le comprendre. Mais qu'est-ce qui a assuré la paix entre l'Amérique et l'URSS ? L'Union européenne ou la bombe A ? Nous savons tous que c'est la bombe atomique qui a glacé toutes les velléités guerrières entre les grandes puissances nucléaires. Est-ce que vous avez vu une puissance nucléaire faire la guerre à une autre ? Non, les guerres sont devenues froides, nous le savons tous, les guerres sont économiques. Maintenant, ce sont des guerres d'influence, parce que la bombe atomique est tellement calamiteuse que l'on ne se permet pas de jouer avec ça.
L'OTAN, depuis qu'elle n'est plus menacée par le pacte de Varsovie, depuis la chute du mur de Berlin et l'explosion du monde soviétique, s'est transformée en une entreprise de domestication des peuples et des nations, une entreprise néocoloniale, une entreprise dominatrice. Nous pouvons le voir avec la guerre du Kosovo dans les Balkans, qui a amené l'Occident toujours plus loin vers l'Est, jusqu'aux portes de la Russie. L'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne. Puis l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Ukraine, qui est une révolution colorée. Vous connaissez tous le discours de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État aux affaires américaines, qui explique à son ambassadeur ce qu'il faut mettre, qui il faut mettre au pouvoir après la révolution de Maïdan. Ce sont les services russes qui ont intercepté cette communication et nous avons exactement la preuve d'un complot. Est-ce que ça fait de nous des complotistes ? Nous avons la preuve d'un complot. Il est sur YouTube. Nous avons Victoria Nuland qui explique à son ambassadeur en Ukraine, voilà, il faut mettre telle personne au pouvoir, celle-là, écartez-la. Est-ce que cette vidéo n'existe pas ? On voudrait que cette vidéo n'existe pas. Donc, toutes ces guerres, maintenant on en est à des millions de morts. Et on nous explique que l'Europe, c'est la paix. Quasiment tous les pays de l'Union européenne sont membres de l'OTAN, quasiment tous les membres de l'OTAN dans l'Europe géographique sont membres de l'Union européenne. En fait, nous avons deux faces, une face militaire, une face politique et économique. Mais c'est la même pièce de monnaie. C'est celle de l'Empire occidental actuel. Juste une petite chose. Le seul pays d'Europe qui n'est pas engagé dans des guerres actuellement, c'est la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Tous les autres pays de l'Union européenne sont, via l'OTAN, engagés dans des guerres. Donc lorsqu'on nous dit que l'UPR est un parti d'extrême droite, comme ça a été fait dans la tribune Le Progrès au niveau national, ou lorsque l'on relaie des dépêches de l'AFP, où M. Rudi Reichstadt explique que François Asselineau est sans d'esprit, ce qui tranche considérablement avec tous les gens qui le suivent, où sommes-nous ? Où sommes-nous en France ? L'UPR veut rétablir la démocratie par la libération nationale. La nation, c'est le peuple au pouvoir. La souveraineté populaire, donc la démocratie. Nous ne voulons pas sortir de l'Union européenne par xénophobie. D'ailleurs, je me pose bien la question, quelle xénophobie vous voyez dans la sortie de l'Union européenne, vu que l'Union européenne, c'est le parfait club des membres blancs. Si nous étions xénophobes, on parlerait peut-être de l'Afrique, ou de l'Asie, ou de l'Amérique du Sud. À ce qu'il paraît, ils sont très dangereux. Non. Si nous voulons sortir de l'Union européenne, nous voulons sortir d'un club de blancs pour nous réouvrir sur le monde. Soyons sérieux un peu, remettons les idées à leur place. La démocratie est un système qui limite le pouvoir des grands féodaux de notre époque. Car les Français votent des représentants qui, constitutionnellement, sont censés les représenter. Je vous rappelle que ça a été sanctifié, c'est la mission sacrée des députés, ça a été sanctifié par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nation, ça veut dire peuple au pouvoir. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 3 de la DDHC. Ensuite, il y a aussi l'article 3 de notre Constitution, la 5e République, faite par le gouvernement de Charles de Gaulle. Article 3, donc, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage est toujours direct ou indirect, dans la condition prévue par la Constitution, il est toujours universel, égal et secret. Déjà, on peut voir que la démocratie qui s'exerce par voie de référendum en 2005 a été parfaitement piétinée par l'Union européenne. En 2005, nous avons voté non à la Constitution européenne. On nous l'a imposée en 2007 avec le traité de Lisbonne qui a été signé et ratifié en 2008, enfin signé en 2007, ratifié en 2008. C'est une trahison de la démocratie. Il n'y a pas d'autre mot. On peut dire oui, mais blablabla. Non. Si vous lisez ces articles, c'est notre Constitution, hein. C'est une trahison de la démocratie. Ensuite,
Je vais vous parler de deux grands crimes contre la démocratie qui ont eu lieu. La première s'appelle l'Union européenne, je vais vous en parler juste après. La deuxième est d'une bien plus grande banalité. Elle s'appelle la corruption des élites et la trahison de la démocratie. Ce sont tous ces candidats qui viennent nous expliquer qu'ils sont ici pour servir le peuple et qui en fait ne cherchent qu'à extorquer des voix, c'est-à-dire voler vos voix, voler votre volonté, voler votre pouvoir. Aussitôt élus, ils méprisent la volonté des Français et obéissent soit aux directives européennes, notamment au GOPE, grandes orientations de politique économique, soit aux féodalités économiques, ce qui revient au même. Elles ont la même volonté. Fort avec les faibles, faible avec les puissants. C'est une véritable trahison de la démocratie. Je ne cherche pas du tout à aller tacler tel ou tel candidat, mais je tiens vraiment à vous faire réfléchir sur ce qui est devenu le marketing en termes de démocratie, où on vole les voix du peuple, où on raconte tout et son contraire pour se faire élire. Nous sommes en train de massacrer ce qu'il y a de plus précieux, de plus sacré en France. Quant à l'UE, elle est antidémocratique et rétrograde. Elle enferme les peuples européens dans un carcan tragique. Je ne veux pas jouer de jeu de mots avec la tragédie grecque, mais en termes de tragédie grecque, on a vu ce que c'était. Et on a vu l'aspect inflexible de tous ces commissaires européens qui, devant des personnes sans abri, crevant de faim, se moquaient bien de savoir si ces gens allaient mourir de faim et dormir dehors, parce que sur leurs équations, il fallait que la Grèce rembourse. Est-ce de la démocratie ? L'UE a inscrit dans sa constitution inamovible, je parle du TUE et du TFUE, que l'on appelle généralement traité de Lisbonne. Sa constitution inamovible, pourquoi j'appelle ça une constitution inamovible ? Parce qu'il faut l'unanimité des 28 États membres pour changer un seul traité européen. L'unanimité, l'accord unanime des 28 États membres pour changer un traité. Donc tous ceux qui vous promettent une autre Europe sont des menteurs. Déjà, ils vous la promettent à vous, alors qu'il ferait mieux d'aller voir les Pays-Bas, la Hongrie, etc., pour expliquer tout ça. On leur dirait, allez vous faire voir. C'est tout. On leur dirait, allez vous faire voir. Je vois des candidats, je suis effaré. Je suis effaré actuellement. Sébastien a pu le remarquer. On est allé voir la FNSEA. On a des candidats qui expliquent, oui, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Déjà, certaines choses ne sont même pas de l'ordre du pouvoir des députés. Et deuxièmement, ils ne connaissent absolument rien au carcan européen dans lequel on est. Mais ils volent nos voix. Donc, cette constitution est absolument inamovible. Et pourtant, les principes politiques et économiques de l'Union européenne sont inscrits dans la Constitution. Il n'y avait que l'URSS qui était capable de faire ça. L'URSS avait mis... L'URSS est une démocratie pure et parfaite dont le régime est socialiste, basé sur des grands principes de démocratie populaire, sauf si le peuple n'est pas d'accord. L'UE a été capable de faire la même chose. Heureusement, la comparaison s'arrête là parce qu'il n'y a bien heureusement pas de sang dans les rues dans l'Union européenne, pas de chars dans les rues dans l'Union européenne, et Dieu merci. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes encore là. L'économie dans les traités européens. Henri nous en parlera beaucoup mieux tout à l'heure. Mais cette économie est au service d'une oligarchie qui donne toutes les libertés possibles à cette oligarchie. Suppression des frontières économiques permettant de faire jouer la concurrence mondiale. Alors quand on vous parle de concurrence mondiale, c'est très simple. Quelqu'un qui travaille plus pour moins cher, c'est plus concurrent que quelqu'un qui travaille moins pour plus cher. Favorisant donc les délocalisations à tout va. Attention, quand on dit favorisant, c'est gentil, c'est un euphémisme, parce que la vérité, c'est que l'Union européenne interdit qu'on s'oppose aux délocalisations. Et interdit qu'on s'oppose au fait que nos marchandises produites par des enfants, produites par des personnes qui sont réduites quasiment au stade d'esclaves, je parle par exemple des Bangladais qui sont payés $70 du mois, on interdit que ces marchandises ne puissent pas revenir en France. Il est obligé, par
par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la France est obligée d'accepter ces marchandises. On se rapproche toujours plus de la traite négrière, cette fois-ci en Asie. Donc, c'est très simple, hein. Si les Roumains acceptent de travailler plus longtemps pour moins cher, alors Renault devient Dacia. Et la France n'a pas son mot à dire. Alors M. Montebourg, qui était ministre du redressement productif, il était juste là pour faire semblant. Parce que les traités européens, de toute façon, sont supérieurs à toutes les lois nationales et aux capacités du gouvernement à agir. Je vais vous parler d'une dernière chose. C'est le pouvoir médiatique en France. Le pouvoir médiatique est extrêmement puissant, c'est peut-être même le premier pouvoir. On dit souvent que c'est le 5e. Je n'en suis pas certain. Si certains appellent ce que je vous ai expliqué, donc l'Union européenne, les délocalisations, etc., ouverture sur le monde, nous pouvons aisément les comprendre. Ils tiennent les grands médias de l'Occident, ils tiennent donc les grands médias français, et ils profitent de ce retour salarié du trafic humain légalisé. Qui tient les grands médias tient le langage. Et vous n'êtes pas sans savoir que les grands experts qui paradent sur TF1, France 2, BFM Télé et compagnie sont pour la plupart au service de ces gens-là. Donc évidemment qu'ils appellent ouverture sur le monde, qu'ils appellent le trafic humain ouverture sur le monde, flexibilité, mobilité des travailleurs, monde ouvert, économie ouverte. Forcément. Qu'est-ce que l'Union européenne politiquement ? L'Union européenne politiquement, c'est une puissance antidémocratique, oligarchique, nous pouvons le dire. Jamais nous n'avons été aussi riches collectivement, et pourtant les Français connaissent depuis l'arrivée de l'euro le retour de la grande pauvreté, de la précarité et le sentiment de ne plus reconnaître leur pays, la France. L'Union européenne n'a même pas de séparation des pouvoirs établie. La Commission européenne règne en maître. Elle est l'organe exécutif de l'Union européenne et pourtant elle a le monopole législatif. Combien de Français savent que le Parlement européen ne peut même pas proposer de loi ? C'est une république bananière. Un Parlement qui ne peut pas proposer de loi. On avait vu ça sous la monarchie, nous. Et les députés se font élire en expliquant qu'ils vont changer l'Europe. Encore une fois, de qui se moque-t-on ? Donc, encore une fois, l'Union européenne est censée réussir à contenter 28 pays aux intérêts complètement divergents. Quiconque connaît un petit peu l'histoire sait qu'on appelle ça un empire. Et qu'il ne peut que mettre au pas ces 28 pays et régner sur les ruines des nations une fois celles-ci soumises. C'est ce qui va se passer. Nous le voyons aujourd'hui en Auvergne, devenue Auvergne-Rhône-Alpes, avec la loi NOTRe, qui n'est pas la nôtre, on connaît bien cette formule, qui va fusionner les communes pour court-circuiter le principe démocratique, transformer une démocratie à suffrage direct en une démocratie à suffrage indirect basée sur de la pure et simple économie, de la gestion. Enfin, je vais vous parler d'Eusalpes. Eusalpes, personne ne vous en parlera jusqu'à ce que ce soit inévitable. Ça y est, c'est fait, c'est décidé. Laurent Wauquiez et l'Union européenne ont signé. L'Auvergne va rejoindre Eusalpes. Vous êtes certainement en train de vous dire, c'est quoi Eusalpes ? Eusalpes, voilà ce qu'il y a écrit sur le site Euractiv, donc le site de l'Union européenne, qui, elle, écrit tout. L'Union européenne, elle ne cache rien. Ce sont nos médias qui n'en parlent pas. Le projet de création d'une macro-région alpine Eusalpes comprenant 48 cantons et régions de 7 pays pour un PIB de près de 300 000 milliards d'euros, il n'y a que ça qui les intéresse, avance à grands pas. Son équivalent maritime, Euser, est quant à lui à la traîne. Donc déjà, rien qu'au niveau du vocabulaire. Eusalpes, Euser. Je ne sais pas si vous avez lu 1784 de Orwell, mais on est dans la novlangue la plus complète. Eusalpes, Europe, Alpes, Eusalpes. Le Eusalpes, c'est une macro-région. Donc, je vous l'ai dit, 48 cantons, 7 pays. La Suisse ne fait pas partie d'Eusalpes. On lui a dit, mais Karim, vous êtes au cœur des Alpes. Puis la Suisse a dit, oui, mais allez vous faire voir. Ça s'arrête là.
salut au peuple helvète. Donc Eusalpes est une macro-région qui n'obéira pas à Paris, qui n'obéira pas à Berlin, qui n'obéira pas à Rome, qui n'obéira pas au Liechtenstein, qui n'obéira qu'à Bruxelles. Mais si cette région obéit à Bruxelles, que font les nations? Les nations, elles seront là pour créer de la démocratie de façade, comme ça vient d'être le cas. Monsieur Macron a été élu dans une démocratie de façade. Les gens ont voté pour qui on leur a dit. Qui c'est qui disait les gens voteront pour qui on leur dira juste après la Révolution française? Non, pas Chateaubriand, mais Tocqueville, voilà. C'est Tocqueville qui disait ça. Je ne crains pas les élections, les gens voteront pour qui on leur dira. Si le système d'information devient un système de propagande, les présidents de la République sont choisis à l'avance. Je vais m'en arrêter là, mon discours a été déjà beaucoup trop long. Mais voilà notre époque. Et je vais terminer ce trop long discours par une confidence. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je suis là aujourd'hui devant vous parce que je déteste que l'on trahisse la vérité. Je suis extrêmement sensible au fait que notre pays soit en train de plonger dans une propagande de masse. Si je suis délégué régional de l'UPR, c'est parce que je ne supporte pas que nous replongions dans un obscurantisme. Nous nous rappelons que les limites de la démocratie, c'est le peuple. Il fut un temps où pour que la démocratie marche, nous disions que chaque enfant de France devait être parfaitement bien éduqué pour être à la hauteur de la démocratie. De nos jours, nous avons presque l'impression que nous voulons, à travers les médias, la télévision, etc., les débiliser toujours plus pour qu'on fasse élire toujours plus bête, toujours plus stupide et toujours plus contraire aux intérêts du peuple. Je sais bien que mon discours n'est pas un discours consensuel, que je ne vous ai pas fait rêver sur des tonnes de propositions de programmes, mais je voulais d'abord axer, montrer le cadre de l'Union populaire républicaine, parce que nous ne perdrons pas notre âme à balancer des boniments, en mentant toujours plus à la population française. Je vous remercie, je vais passer la parole à Henri. Merci beaucoup Bernard. Alors très rapidement, je vais vous dire maintenant ce qu'on appelle la démocratie à l'Union populaire républicaine. La démocratie, c'est pas seulement le fait de voter une fois tous les 5 ans, c'est certainement pas ça. La sécurité sociale, c'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir a des effets. Le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir qu'a le peuple de dire non. Nous nous aidons mutuellement pour que chacun ait une santé correcte. Le pouvoir du peuple, c'est la retraite. C'est les Français qui se mettent ensemble et qui prennent le pouvoir pour dire non, nous n'allons pas abandonner les personnes âgées. Le pouvoir du peuple, c'est aussi EDF, GDF, La Poste, les sociétés d'autoroutes, les sociétés d'adduction d'eau publiques et inscrites dans la Constitution. Parce que c'est le peuple qui dit non. Ces biens nous appartiennent, ce sont des monopoles d'État, ce n'est pas normal que quelques grands féodaux profitent de ces monopoles d'État. Là où il y a concurrence, 2 artisans veulent vous fabriquer une maison, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas mettre 2 centrales nucléaires à côté, une qui s'appellera Veolia et l'autre qui s'appellera Bouygues, pour vous apporter la même électricité. Nous avons aussi, il ne sera pas possible de prendre 2 robinets, un Bouygues et un Goldman Sachs. Il ne sera pas possible non plus de vous mettre 2 autoroutes, l'une à côté de l'autre, une à 1,30 € et l'autre à 1,25 €. Ce sont des monopoles d'État et ça doit rester public parce que ça nous appartient, ça appartient au peuple français. C'est ça la démocratie, c'est pas seulement choisir qui sera le futur président, surtout lorsque ce sont les puissances médiatiques qui nous disent qui le sera et pour qui il faut qu'on vote. La démocratie, c'est aussi arrêter de faire en sorte que nos députés se moquent de nous, qu'ils travaillent un peu, qu'ils viennent à l'Assemblée nationale une fois de temps en temps, ça nous fera pas de mal. Donc à chaque fois qu'une voix sera, à chaque fois qu'une loi sera votée, nous voudrons un quorum de 60% des députés. On ne vote pas une loi quand on est 8, entre copains et coquins. C'est hors de question. Les députés sont 577, on en veut au moins 60% pour voter une loi. C'est quoi ces affaires ? Ensuite, le retour de la démocratie, c'est le référendum d'initiative populaire, nous l'avons dit. Depuis quand le peuple ne peut pas choisir ses propres lois en France ? Eh bien en fait, depuis la Révolution française. Ça veut dire que depuis la Révolution française, les élus
ne voulait guère que nous puissions prendre le pouvoir et avoir voix au chapitre. La démocratie, c'est aussi, en matière pure et simple et formelle, choisir des représentants dignes de nous. Choisir des représentants dignes de nous, c'est aussi choisir ce qui se passe à la télévision et dans les radios et dans les journaux. C'est-à-dire que nous allons changer le CSA pour que ce CSA ait un pouvoir contraignant sur les grands milliardaires qui tiennent nos journaux, mais surtout nos télés et nos radios, surtout nos télés en fin de compte. Et ces grands milliardaires... Va boire un verre d'eau. Ce CSA aura un pouvoir contraignant. Un pouvoir contraignant, c'est très simple. Il demandera au peuple, qu'est-ce que vous voulez? Qui voulez-vous? Monsieur Asselineau ou Monsieur Attali? Parce que nous avons eu Monsieur Attali lundi, nous avons eu Monsieur Attali mardi, mercredi nous avions Monsieur Henri Lévy, jeudi nous avions Monsieur Manque. Vous avez envie de Monsieur Attali ou de Monsieur Manque? Monsieur Asselineau. Non, il n'est pas dans notre sondage. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que dans les sondages, au début, là, au départ, on ne pouvait pas choisir François Asselineau. Ça aussi, les sondages qui produisent c'est des Nostradamus, ou peut-être c'est le contraire. Ils influent particulièrement sur les votes, nous le savons tous. C'est ça la démocratie au niveau de ces grands axes. Un casier judiciaire vierge pour tous les élus, le refus des cumuls des mandats, le refus des conflits d'intérêts, interdire tout ça. Et en dernière instance, rétablir le crime de haute trahison. Le crime de haute trahison, c'est quoi? C'est choisir la mission la plus sacrée qui existe en France, c'est-à-dire représenter le peuple français pour détourner la volonté populaire, favoriser des puissances d'argent, des puissances étrangères ou des puissances privées, dans un but qui est absolument contraire à l'intérêt du peuple. Voilà ce qu'il se passe en France depuis bien trop longtemps, ça s'appelle Union européenne. Nous ne voulons sortir de l'Union européenne certainement pas parce que nous sommes xénophobes, refermés sur nous-mêmes. Nous voulons sortir de l'Union européenne parce que nous voulons rétablir la démocratie et la France telle que nous l'avons aimée. Nous voulons rassembler les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, sur ce principe de bon sens. Si les Français comprenaient vraiment que ce bon sens ne peut exister que si nous nous rassemblons tous pour appliquer l'article 50, je pense que l'Union européenne tomberait dans les 5 prochaines années et nous n'aurions même pas à attendre 2022. Je vous remercie.